Bonjour chers auditeurs, bonjour à tous. Je reçois aujourd'hui Jean-Yves Le Gallou. Jean-Yves Le Gallou qui me fait l'honneur de participer à ma petite émission des entretiens de la Comté. Bonjour Jean-Yves Le Gallou, comment allez-vous? Très bien, et je suis ravi de participer à cette audition dans la comté parce que personnellement j'aime beaucoup Tolkien et je crois que c'est le porteur au fond du mythe européen commun pour le XXIe siècle. Bah écoutez, je pense que vous me prenez par les sentiments en le disant, effectivement. Et il y aura une question sur Tolkien, car je vous en sais lecteur, et je pense que vous pourrez nous éclairer sur un certain point assez pointilleux, mais nous le verrons plus tard. Je vais commencer tout d'abord par une petite présentation, si vous le permettez. Alors évidemment, elle ne sera pas exhaustive, hein, vous êtes militant depuis plus de 50 ans, donc j'ai choisi des éléments récents de votre biographie. Donc, par exemple, comme vous le racontez dans Mémoires identitaires, vous êtes avant tout le fruit de l'école de l'excellence à la française, telle qu'elle existait encore il y a quelques décennies, en passant de l'IEP de Paris par l'ENA, vous aboutissez logiquement dans la haute fonction publique jusqu'à l'inspection générale de l'administration en fin de carrière, où vous êtes alors, pouvons-nous le dire, au cœur du réacteur républicain. En parallèle, on vous connaît à droite comme l'un des derniers monstres sacrés, j'ose l'expression, de la nouvelle droite, et l'un des théoriciens politiques les plus influents de sa génération. Alliés et adversaires s'accordent à reconnaître l'efficacité de vos méthodes militantes et le sens politique qui est le vôtre. Et à ce titre, il m'était impossible, Jean-Yves Le Gallou, de ne pas vous inviter dans cette émission, effectivement, des entretiens de la Comté. Il faut également vous présenter aujourd'hui comme l'un des piliers fondateurs de l'Institut Iliade, sur lequel nous reviendrons plus tard, au lieu de la réflexion politique française et européenne aujourd'hui, s'il en est. Est-ce que la présentation vous convient, Jean-Yves Le Gallou? Parfaitement. C'est votre liberté, ça me convient parfaitement. Merci, le ton est donné effectivement. Nous placerons cet entretien sous le signe de la liberté et de la liberté d'expression, évidemment. Donc première question que j'ai envie de vous poser, c'est celle finalement de votre regard sur la politique institutionnelle actuelle. Ce regard est-il clément, sévère, désintéressé de l'éternel train-train républicain ou au contraire plein d'espoir vis-à-vis d'une éventuelle arrivée du RN en 2027? Écoutez, je pense que si le RN arrivait en 2027, ce qui n'est pas acquis aujourd'hui, il ne faut pas se faire trop d'illusions, c'est pas parce que les sondages sont favorables aujourd'hui que le résultat est acquis. Dans l'hypothèse où le RN arriverait aux affaires en 2027, je pense que ce serait véritablement un bouleversement. Alors, est-ce que les résultats seraient immédiatement à la hauteur de ce qu'on peut espérer ou non? Je ne le sais pas, mais je crois en toute hypothèse que ce serait un bouleversement et que ça marquerait certainement un changement d'étape, un changement dans le cycle historique. Euh, je ferai une comparaison avec ce qui s'est passé aux États-Unis. En 2016, Donald Trump a été élu et objectivement, de 2016 à 2020, il n'a pas fait énormément de choses, si ce n'est peut-être nommer des juges à la Cour suprême. Il a été battu en 2020, il est revenu en 2024 et là, il s'est passé des choses. Ça veut dire qu'il y a eu un changement d'époque aux États-Unis et je crois que nous sommes en France et en Europe de manière plus générale à l'aube d'un changement d'époque. Alors, comment ça va se passer? Je ne sais pas. Est-ce que ce sera linéaire? Est-ce que d'un seul coup l'avenir sera pavé de roses? Je n'en suis pas sûr, mais je crois qu'on approche d'un changement d'époque, qu'il y a un certain nombre de cycles historiques qui sont en cours d'achèvement et que nous allons vers de nouveaux cycles historiques. Très bien, eh bien, si je peux me permettre, que voilà une perspective réjouissante pour les militants de toute génération de notre famille politique élargie. Alors, deuxième question que j'aurais envie de vous poser,
Que pensez-vous du cloisonnement entre les métapoliticiens de droite et les partis nationalistes en France, entretenus en particulier, il faut bien le dire, de manière unilatérale par les pontes du Rassemblement national? Y a-t-il pour vous urgence à décloisonner ces deux milieux, ou pouvons-nous agir de concert sans coordonner la théorie politique d'un côté et les organes partisans de l'autre? Bah écoutez, je vais faire une comparaison. Je pense que le Rassemblement national ferait bien de s'en inspirer. La comparaison, c'est avec le PS. Le Parti socialiste, aujourd'hui, il pèse quelques pourcents dans les urnes. C'est pas grand-chose. Mais il contrôle le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, la Cour des comptes, les principaux syndicats de magistrats, que sais-je encore, les médias de service public. Donc le Parti socialiste, c'est aujourd'hui pratiquement la puissance dominante dans la politique française et dans l'administration française et dans l'État profond français. Et d'où ça vient? Eh bien, ça vient tout simplement du fait que dans les années, c'est pas récent ce que je vais vous dire, dans les années 1970-1980, le Parti socialiste a puisé ses sources parmi les militants de l'extrême gauche, les maoïstes, les trotskistes, les antifas, et ce sont eux qui ont structuré le Parti socialiste, qui l'ont construit intellectuellement et qui font qu'aujourd'hui, il a l'influence considérable qu'il a. Malheureusement, le RN, en tout cas, c'était pas forcément le cas à l'époque de Jean-Marie Le Pen, c'était même pas le cas à l'époque de Jean-Marie Le Pen, mais le RN mariliste a eu tendance à écarter tous ceux qui étaient désignés, à juste titre d'ailleurs, par la gauche et l'extrême gauche, comme des gens un peu sulfureux dont qu'il fallait écarter. Et il s'est un peu, de ce point de vue-là, dévitalisé, et c'est tout à fait regrettable. Pardon. Je crois qu'il doit y avoir un échange permanent entre le monde intellectuel, le monde métapolitique, le monde culturel et le monde politique. C'est ce qui se fait à gauche, c'est ce qui se fait aussi à droite, même si je comprends bien qu'on ne puisse pas tenir exactement sur le champ électoral le même discours que sur le champ intellectuel. Je le comprends très bien. Par contre, je pense que c'est une erreur de faire un fossé. Quand le RN a peur d'avoir dans ses rangs des identitaires, il a tort, de même que le PS, il y a 40 ans, aurait eu tort d'avoir peur d'avoir dans ses rangs des trotskistes. Très bien. Alors, peut-être une question qui n'est pas prévue, mais qui me vient ainsi. Est-ce que réellement, on en est encore à pouvoir, comment dirais-je, faire changer d'avis les cadres supérieurs du Rassemblement national, ou est-ce que, anthropologiquement, ils sont devenus indifférents, voire hostiles, aux idées que portent les métapoliticiens de droite? Ah, je crois, si vous voulez, qu'il y a ils sont divisés, ils sont un peu divisés en, pardon, ils sont un peu divisés dans leur tête, je pense. Ils sont un peu divisés dans leur tête, sans doute un peu schizophréniques. Bon, moi, je vois, j'ai un compte Twitter qui est assez suivi par beaucoup de gens du Rassemblement national, qui ne me relaient pas, parce qu'effectivement, je leur déconseillerais de me relayer, ils se feraient mal voir, mais malgré tout, je pense que beaucoup me lisent, et donc je pense qu'ils sont divisés entre... il y a un moi et un surmoi chez eux, voilà. Il y a peut-être un moment où il faudra fendre l'armure, je le souhaite. Très bien, eh bien, je vous remercie pour cette réponse si inspirante et bah, évidemment si des cadres ou tout autre membre du Rassemblement national, tout autres acteurs du Rassemblement national écoutent cet entretien, et bien encore une fois, c'est une main tendue, c'est une main tendue. Alors, troisième question que j'ai envie de vous poser, Monsieur Le Gallo, aujourd'hui, dans votre manuel de lutte contre la diabolisation, vous donnez toutes les clés au lecteur pour ne surtout pas nourrir l'ennemi par notre attitude. C'est un petit ouvrage de moins de 100 pages qui se lit extrêmement bien, mais nos auditeurs et nos militants n'étant pas tous lecteurs, comment résumer, en quelques phrases, la recette magique pour devenir imperméable à la diabolisation? Bah, je dirais, vous avez dit l'essentiel.
la diabolisation, elle ne fonctionne que dans la tête du diabolisé. Si le diabolisé refuse la diabolisation est inefficace. Un diabolisé subit une attaque. Des diabolisateurs, on sait d'où ils viennent, l'extrême gauche, les médias dominants, etc. S'il commence à s'excuser, à demander pardon, il est foutu. S'il répond, ça m'indiffère. Eh bien, la diabolisation est inefficace. Voilà. Donc, la diabolisation, il faut tout simplement, purement et simplement, la refuser. Il ne faut jamais s'excuser. Il faut assumer ce qu'on a dit, éventuellement le redire autrement pour remettre un coup de marteau sur le clou. Voilà. Jamais s'excuser. Ce qu'il ne faut pas faire non plus, et c'est ce que font les demi-habiles, c'est de se dire, je vais me dédiaboliser en diabolisant le voisin. Et en disant, ah oui, non mais moi écoutez, je dis cela, mais alors le voisin là, c'est pas bien du tout. Parce que si vous diabolisez le voisin, il y a deux effets. Le premier effet, c'est que vous reconnaissez la légitimité de la diabolisation. Et donc vous la renforcez. Le deuxième effet, c'est que vous reconnaissez que votre voisin est diabolisé. Alors, vous savez ce que c'est, il n'y a pas de geste barrière entre votre voisin et vous. Donc, si votre voisin est contaminé, vous êtes potentiellement contaminé. Donc, il ne faut jamais participer à la diabolisation du voisin. Alors, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que dit le voisin. Vous n'êtes pas obligé de reprendre à votre compte ce que dit votre voisin si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais surtout, il ne faut pas hurler avec les loups, il ne faut pas contribuer à le diaboliser, parce qu'à ce moment-là, vous contribuez à votre propre diabolisation. C'est quelque chose de très simple que malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup de gens chez les Républicains ne l'ont pas compris, beaucoup de gens au RN ne l'ont pas compris, parce que sinon la diabolisation c'est infini. On va vous dire, mais attention, vous avez monsieur un tel ou madame un tel qui a écrit ceci il y a 27 ans, ça pose problème. Si vous dites, ah oui, ça pose problème, à ce moment-là, on va dire, ah oui, mais attention, parce que vous avez monsieur un tel ou madame un tel qui a dit ceci il y a 17 ans, ça pose problème, vous n'en sortez jamais. Si vous répondez, et alors? Et alors? Et alors? Eh bien, c'est terminé. Voilà. La diabolisation, il faut la balayer, la jeter de côté. Quels que soient les arguments, il faut passer à autre chose. Très bien. Et encore une fois, merci pour cette réponse inspirante qui ne manquera pas de rebondir vers les oreilles de nos plus jeunes militants qui ont besoin évidemment de se former et de se durcir la couenne, si j'ose dire, si je l'ose l'expression. Donc, une quatrième question que j'ai envie de vous poser. Dans un autre registre, on observe aujourd'hui que beaucoup de jeunes, dirons-nous de qualité, quittent le territoire national au profit d'autres pays plus sécurisés, plus enracinés et plus rémunérateurs. Pensez-vous qu'il s'agit ici d'une faute politique pour nos militants, puisque beaucoup de militants sont concernés, beaucoup de gens apolitiques évidemment, mais beaucoup de militants également, ou qu'au contraire, il faille encourager une européanisation de notre espace vital et de notre sentiment d'appartenance? Alors écoutez, là je suis partagé. Ayant des restes républicains, je pourrais vous répondre avec la formule de Danton, on n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers. Enfin, ça pourrait être une première réponse. La deuxième réponse, c'est que je comprends tout à fait cette démarche, dans la mesure où la vie en France est doublement dégradée. Elle est dégradée par les phénomènes migratoires, les phénomènes d'insécurité, les phénomènes de difficulté d'accès au logement, d'accès à des écoles correctes, elle est dégradée. Et puis, pour un entrepreneur, elle est dégradée par l'enfer bureaucratique, l'enfer administratif. Et je comprends très bien qu'on puisse être tenté d'aller ailleurs et au fond d'être dans une logique d'identité européenne
par-delà les frontières. Donc je comprends, je ne condamne pas. Je note que du point de vue de la France, c'est assez dramatique, puisque à côté des 500 000 personnes qui entrent chaque année, peut-être si on prend le solde net, 400 000 ou 350 000, qui entrent chaque année en venant de pays du tiers-monde, et qu'il y a à côté 100 000 personnes français de souche plutôt capables, plutôt entreprenants qui partent, c'est évidemment une situation assez dramatique pour notre pays, mais je ne jette pas la pierre à ceux qui fuient l'enfer immigrationniste et l'enfer bureaucratique. Très bien. Donc, est-ce que vous pensez au-delà de ça, une petite question adjacente, qu'on peut continuer à militer dans les pays de destination que l'on choisit pourvu qu'ils soient en Europe? Ou est-ce qu'une fois qu'on a coupé justement le lien charnel et terrien avec la France, on soit vraiment devenu inefficient et inaudible dans notre terre d'accueil, si j'ose dire, à l'échelon européen? Donc imaginons qu'on s'implante en Allemagne, dans les pays de l'Est, en Scandinavie, pourquoi pas en Irlande. Est-ce qu'on peut être audible politiquement et continuer de militer pour l'Europe, défendue notamment par l'Institut Iliade, ou devient-on vraiment inefficient? Alors, je crois qu'il y a une identité culturelle qu'on peut exprimer, qu'on peut vivre en dehors des frontières proprement parlées, non seulement de la France, mais même de l'Europe. Je pense qu'on peut, mais c'est un avis qui est un point de vue qui peut être partagé, qui n'est pas forcément partagé par tout le monde à l'Institut Iliade, donc je vais le prendre à titre personnel. Euh, Moi, je crois qu'on peut rester européen. Vous voyez, vous parlez d'Irlande. Je crois qu'on peut rester européen, y compris en Nouvelle-Zélande, par exemple. Voilà, qui est d'ailleurs l'endroit où on a tourné avec Peter Jackson, le Seigneur des Anneaux. Enfin, passons. Donc, je crois qu'on peut garder l'esprit européen en dehors de l'Europe proprement dit. Ça se discute d'ailleurs, parce que être européen, c'est à la fois un héritage culturel, un héritage ethnique, et aussi quand même l'attachement à une terre. Mais je crois qu'on peut malgré tout avoir cet attachement en dehors de nos frontières. Là, de ce point de vue-là, je serais un peu confucéen. Qu'est-ce que la Chine? La Chine, c'est là où il y a un Chinois. Très bien, très bien. Bah, je vois que nous avons, si je peux me permettre, un avis sensiblement semblable sur ce point. Bon, alors je ne sais pas si Barès serait tout à fait d'accord avec cela, mais oui, oui, effectivement, je C'est vous un point suis, de vue je vous suis. controversé et qui est controversé. Le point de vue que je vous exprime, à l'Iliade, j'ai un certain nombre de camarades qui ne partagent pas ce point de vue et qui sont aussi attachés au côté, effectivement, à une terre, un peuple, on va dire. Voilà. Tout à fait. Bah écoutez, moi je vous suis le jour où il y a débat, je me range à vos côtés pour ne rien vous cacher. C'est d'ailleurs l'objet de ma chaîne et de la pensée que je peux y développer et de différents intervenants que j'invite la partageant également. Alors, comment ne pas enchaîner sur une question tolkienienne après cette évocation de la Nouvelle-Zélande comme lieu de tournage de la trilogie du Seigneur des Anneaux? Alors c'est une question qui est assez pointilleuse, il faut bien le dire, mais je vous sais lecteur, donc je pense que vous aurez des éléments de réponse intéressants à nous fournir sur cette question. Donc la gauche tente de récupérer Tolkien en prétendant qu'il n'aborde finalement que la question de la corruption et du libre arbitre dans son univers du monde d'Arda. Mais l'on voit que Tolkien s'est heurté, et il le reconnaît lui-même dans ses lettres, à une problématique contraire à sa métaphysique chrétienne à travers la race des orques, qui naissent et demeurent mauvais de manière héréditaire et présentés comme tels par l'auteur. Pensez-vous qu'il a finalement dû laisser ouverte la porte du déterminisme racial dans son œuvre, malgré tous ses efforts chrétiens pourrons-nous même le dire, universaliste dans une certaine mesure? Tolkien serait-il, par conséquent, un identitaire malgré lui qui se découvre au fil de sa propre plume? Bah, je crois que par-delà l'homme, il y a l'œuvre qui le prolonge, et qui le dépasse d'un certain point de vue.
Et je crois que l'œuvre de Tolkien, de mon point de vue, c'est la mythologie européenne contemporaine, avec une synthèse assez extraordinaire parce qu'il puise dans les différentes mythologies européennes, anglo-saxonnes, nordiques, germaniques, celtes, grecques même, il y a des traces de mythologie grecque chez Tolkien. Euh, et en même temps, et c'est là, et en même temps, il y a aussi une partie du message chrétien qui se retrouve dans Tolkien. Donc je crois que c'est une synthèse absolument extraordinaire de ce que peut être une mythologie européenne actuelle. Bon. J'ajoute qu'il y a quand même des passages extrêmement forts, notamment les batailles de Théoden, qui, hommes de l'Ouest, levez-vous, qui, à mon avis, sont tout à fait actuelles pour nous. Et je pense que vraiment, Tolkien, c'est une mythologie pour les Européens d'aujourd'hui, de manière plus large, si on veut prendre le terme, pour les Occidentaux d'aujourd'hui. D'ailleurs, c'est assez symptomatique. Ce sont les terres de l'Ouest qui se défendent, qui se soulèvent et qui sauvent au fond le monde. Très bien. Nous observons en ce moment que le régime durcit le ton hein, avec les militants de droite en France. J'en profite pour saluer mon camarade Jean-Eudes Gana, mais pas que. Jean-Eudes Gana que j'ai reçu récemment sur cette chaîne. Hein. Le lien sera en description et sur la série des entretiens de la Comté pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Et donc ce régime use aujourd'hui de toute son influence hein, pour nous tuer socialement, financièrement et que sais-je encore. Est-ce le signe pour vous d'une impuissance totale de ce régime? Et si oui, pouvons-nous précipiter sa chute par des moyens légaux? Ou sommes-nous, à votre sens, voués à une très lente agonie de la cinquième? C'est difficile à dire. Ce qui est sûr, effectivement, c'est que le régime augmente ses moyens répressifs. Il a mis en place, je crois, la Direction générale de la sécurité intérieure, des services d'entrave administrative. Qu'est-ce que c'est que l'entrave administrative? C'est on interdit une réunion, on engage des poursuites judiciaires, euh, on fait fermer un compte bancaire. Enfin, il y a toute une série de dispositifs. On va interpeller des gars qui ont posé un pochoir à 6 heures du matin. Voilà. Il y a toute une série de méthodes de répression. Voilà. Mais ça prouve aussi quand même la fragilité du régime. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, le régime n'avait pas besoin de cela pour tenir. Et donc, le régime est d'une certaine fragilité. Comment il tombera? Écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais vous dire, moi j'appartiens à une génération qui considérait que le communisme, qui régnait quand même sur la Russie, bien sûr, la Russie soviétique et la moitié de l'Europe de l'Est, était là en quelque sorte pour très longtemps ou pour l'éternité. Et puis, en 1989, l'Empire soviétique s'est effondré et en 1991, la Russie soviétique s'est effondrée. Ça n'a pas forcément été toujours très positif d'ailleurs. Il y a eu des effets extrêmement pervers, y compris pour les gens qui vivaient là-bas. Mais ce qui paraissait être installé pour l'éternité, avec des méthodes totalitaires, bon, eh bien, s'est effondré. On disait, moi j'avais entendu, vous voyez, on est dans les années 80, qu'en Allemagne de l'Est, on apprenait aux enfants à ne pas dire à l'école ce qu'ils pouvaient entendre à la maison. On n'en est pas très loin en France, mais l'Allemagne de l'Est s'est effondrée. Donc, je pense que le régime se durcit, c'est vrai, mais c'est aussi parce qu'il est de plus en plus fragile. Et je pense qu'il y a une réelle inquiétude de la part des oligarchies dominantes qui sentent bien une hostilité croissante du peuple et de l'opinion. Vous voyez, il y a au moment où vous m'interrogez, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant.
un procureur, des juges ont voulu imposer à un maire, en l'occurrence le maire de Chécy en Seine-et-Marne, de marier un clandestin sous OQTF, hors obligation de quitter le territoire français. Il a refusé, le conseil municipal a démissionné. C'est une révolte de la base contre l'oligarchie, et je pense que les oligarques, les juges en l'occurrence, doivent commencer à s'inquiéter un petit peu. Très bien, alors ça appelle une nouvelle question adjacente, si vous le permettez. Et si vous me Oui, bien permettez, sûr, naturellement. il faut contribuer à ce qu'ils aient une inquiétude croissante en dénonçant tous les actes insupportables qui sont commis, toutes les trahisons insupportables qui sont commises, et en nommant leurs auteurs. En nommant leurs auteurs. Voilà, vous décidez cela. Monsieur Bladier, eh bien, on doit pouvoir dire Monsieur Bladier a décidé cela. Voilà. Naming and shaming. Très bien. Alors, pour souligner, pour peut-être détailler justement ce propos, pour vous, alors on va oser le mot de révolutionnaire, hein, on va oser ce mot qui revient quand même assez régulièrement à l'Institut Iliade et selon moi à juste titre. Euh, le révolutionnaire de droite en 2025, que doit-il faire? Qui est-il? Et quelle doit être son action dans la sphère publique au-delà justement de la diffusion des idées? C'est une question qui était par exemple chère à Dominique Vénère, paix à son âme. Alors, si vous voulez, je pense qu'il faut être conscient d'une chose. Je n'aurais pas dit forcément la même chose il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Euh, il n'y a plus de solution à la marge. C'est-à-dire, on va essayer d'améliorer la situation. Par exemple, on emploie sur le mot immigration, il faut mieux la réguler. Non, non, non. Il ne faut pas mieux la réguler, il faut l'interrompre. Non, il ne faut pas mieux la réguler, il faut engager un processus de retour, un processus de remigration. Et il y a beaucoup de domaines où il faut avoir une vision radicale des choses. Ce qui est raisonnable aujourd'hui, c'est une vision radicale des choses. Je prends un autre exemple, en dehors de l'immigration, et qui est peut-être un sujet aussi important. C'est la question de l'école. La question de l'école. Je crois qu'aujourd'hui, l'école, on a parlé d'école républicaine qui fonctionnait relativement bien jusque dans les années 60, on va dire. Bon. L'école républicaine aujourd'hui, l'école publique, c'est mort. Voilà, c'est mort, c'est plus sauvable. Et donc, il faut développer à côté des moyens alternatifs. La vraie réforme de l'école, c'est pas de dire on nomme un ministre de l'Éducation nationale à Poigne qui va reprendre la situation en main. Ça n'est pas possible. C'est laisser la possibilité d'initiatives locales, privées, communales, départementales, que sais-je encore, qui reconstruisent quelque chose. Mais c'est donc un changement radical. Mais c'est pareil en matière budgétaire. En matière budgétaire, il ne s'agit pas de passer un coup de rabot ici et là pour réduire le déficit qui est actuellement de 150 milliards d'euros, puisque quand l'État dépense 100, il emprunte 35. Bon, et il n'a que 60 de recettes. Bien, c'est pas par des coups de rabot qu'on va régler les problèmes. C'est par des coups de hache ou des coups de tronçonneuse dans les subventions aux associations, dans la transition énergétique, dans les dépenses d'émigration, j'en passe, dans les dépenses d'aide au développement. Il faut des mesures radicales. On ne peut plus jouer à la marge. Et ça, la première étape, c'est de prendre conscience de cela. Vous avez parlé de l'Institut Iliade, je m'occupe aussi de Polémia. Eh bien, notre slogan aujourd'hui, c'est « il faut trancher le nœud gordien ». Et donc, alors, la première étape, c'est d'en convaincre les esprits. Donc, si vous voulez, le combat métapolitique de ce point de vue-là est important, puisque si les esprits pensent qu'on peut ajuster à la marge
tel ou tel dans l'éducation nationale, dans la sécurité, dans l'immigration, on peut ajuster les choses à la marge, on n'avancera pas. Or, en changeant les choses à la marge, on continue d'aller dans la mauvaise direction. Donc, il faut faire prendre conscience à l'opinion, aux militants, mais aussi aux élites, mais aussi aux oligarchies dominantes, qu'il faut maintenant un changement radical. Très bien, merci. Alors, comment ça arrivera ? Ça, je ne sais pas, parce que vous avez cité Dominique Vénère. Dominique Vénère a publié plusieurs ouvrages sur l'imprévu dans l'histoire. Et donc, on peut discerner des tendances, mais c'est très difficile de savoir comment les choses concrètement vont se passer. Vous voyez, quand le communisme, l'Union soviétique a disparu, il y a eu une chaîne qui s'est faite dans les pays baltes, 3 pays baltes, Lituanie, Lettonie, Estonie, où les hommes et les femmes, en tenue traditionnelle, en chantant et en dansant, se sont tenus la main sur 300 kilomètres. Et c'est ce qui a contribué à la chute de l'Union soviétique et à l'émancipation des pays baltes. Ce n'était pas prévisible 6 mois avant. Très bien. Alors, ça nous amène au sujet de Polémia que vous venez d'évoquer dans votre réponse précédente. Donc, nous enregistrons au mois de décembre. Donc, l'occasion nous est donnée de rappeler qu'aucun militant de droite ne doit alimenter la nef des fous par son impôt plutôt, et doit donc s'orienter vers les dons aux associations militantes pour faire avancer les idées patriotes, les idées identitaires, les idées qui initieront le réveil français et le réveil européen dans une autre mesure. Comment convaincre ces hésitants de franchir le pas avant le 31 décembre ? Ça laisse une petite quinzaine, qui est la date butoir pour les dons et pour la défiscalisation de l'année suivante. Donc, question adjacente, pourquoi choisir d'ailleurs l'Institut Iliade ? Alors, d'abord, effectivement, la première donnée, c'est que tous ceux qui ont des impôts à payer vont les payer en 2026. Alors, ils ont quand même cette possibilité extraordinaire, et quand ils payent des impôts, ils nourrissent aujourd'hui un peu de dépenses utiles, allons, soyons sympathiques, mais aussi beaucoup de dépenses visibles. Payer des impôts, c'est payer à SOS Racisme, c'est payer à SOS Méditerranée, et que sais-je encore. Bon, donc, il faut payer le moins d'impôts possible. Et là, c'est relativement facile, puisqu'on peut donner à des associations d'intérêt général qui permettent une déduction fiscale à hauteur de 66%. C'est-à-dire que si vous devez 10 000 euros d'impôts à l'État, ben vous pouvez réduire à 3 300 euros. Voilà. En donnant à des associations. Si vous payez 1 000 euros, vous pouvez réduire à 330 euros, 340 euros en donnant à des associations. Donc, c'est quand même extrêmement motivant. Alors, ça vous coûte un petit peu, c'est vrai. Ça vous coûte un petit peu, mais au fond, ça vous coûte le tiers. Voilà. Donc, ça vaut quand même le coup. Alors après, ceux qui donnent, si vous voulez, moi j'observe que ceux qui donnent en général à différents organismes. Et ceux qui donnent beaucoup donnent à différents organismes parce qu'au fond, ils considèrent à juste titre que tout le monde, au fond, mérite un peu d'être aidé. Alors, moi je comprends tout à fait ça. Si je plaide pour ma paroisse ou pour mes paroisses, je vais dire, donner un peu à Polémia, parce que Polémia, c'est quand même un peu le fer de lance du combat métapolitique, politique. C'est une volonté de rupture. Nous avons aussi créé, c'est l'innovation, nous avons créé une IA identitaire, on a besoin de la développer, et on organisera en 2026 un sommet international, un sommet européen et même international de la remigration, donc ça vaut le coup de nous aider. Et puis, bien sûr, aider l'Institut Iliade. Pourquoi aider l'Institut Iliade ? Puisque l'Institut Iliade, c'est un institut de formation et de transmission
auprès des jeunes générations. Et évidemment, c'est ce qui est essentiel. Pourquoi ? Parce qu'un homme formé ou une femme formée, c'est pour la vie. Et donc, et il y a besoin de formation historique, de formation culturelle, de formation à l'histoire européenne, aux traditions européennes, d'autant plus qu'on ne peut plus faire confiance à l'éducation nationale qui ne le fait plus. Donc, le meilleur investissement, c'est sans doute effectivement de donner à l'Institut Iliade qui va qui organise des formations. Il forme des centaines de personnes, de jeunes, plus ou moins jeunes, disons de 20 à 35 ans par an. Et puis, il organise un grand colloque qui est une sorte d'opéra européen, d'opéra identitaire européen. Cette année, il aura lieu le 11 avril et sur un thème qui répond tout à fait à une préoccupation que vous venez d'exprimer, qui est le thème des libertés. Très bien, donc ça amène effectivement le sujet suivant, qui est effectivement le lancement de l'IA de Polémia, qui ambitionne de concurrencer donc les géants de la désinformation, oserons-nous le terme, nous l'oserons, que les forces adverses s'efforcent de déployer. J'y vois le sujet de l'une des virtuosités de la gauche finalement, dont on parle assez peu, celui de la dépolitisation apparente et de la fausse objectivité académique. L'étape d'après ne serait-elle pas d'atteindre ce niveau de normalisation à droite ? Alors, je pense que ça prendra ou ça prendrait énormément de temps. Vous dites que notre IA va concurrencer les grands. Non, on n'a pas, malheureusement, on n'a pas les moyens. Ou alors il faudrait. C'était incantatoire. Pardon ? C'était Oui, incantatoire. il faudrait qu'on trouve de très grands mécènes, honnêtement. Il faudrait qu'on trouve de très, très grands mécènes pour pouvoir concurrencer les très grands. Par contre, sans concurrencer les très grands, je pense qu'on peut faire deux choses. D'abord, on peut amener une IA identitaire qui peut aider ceux de notre camp à trouver les bonnes informations, les bons angles de traitement d'un sujet. Ça, c'est une première étape. La deuxième étape, c'est que je pense que ça va servir d'aiguillon à d'autres initiatives. Et donc, il y a progressivement la possibilité de développement d'IA. Alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la thèse de la neutralité, car je ne crois pas à la neutralité. Je crois qu'en matière de réflexion, d'information, il n'y a pas de neutralité. On peut chercher l'exactitude. Et ça, personnellement, dans les travaux que je mène, aussi bien sur Polémia que à TV Liberté, dans leur information, je cherche l'exactitude. En tout cas, j'évite de relayer des informations qui me paraissent fausses, dont je ne suis pas sûr qu'elles soient exactes. Mais je crois que l'exactitude, ça n'est pas la neutralité. Parce que si vous voulez, dans le traitement d'une information, dans le traitement d'un sujet, il y a l'angle. Et l'angle n'est jamais neutre. Le fait peut être exact, il doit être exact, mais l'angle n'est jamais neutre. Vous pouvez traiter le même sujet sous un angle différent. Et effectivement, la malhonnêteté de la gauche et la malhonnêteté des médias de service public, c'est de prétendre que leur traitement sous l'angle de gauche est neutre. Mais non, il n'est pas neutre. Quand tous les médias type France Info ou autres vous disent, on oppose, il y a les médias d'information et les médias engagés en quelque sorte, c'est tout à fait faux. Une information est forcément anglée, elle est traitée sous un angle. Il n'y a pas une différence entre les médias d'information et les médias d'opinion. Toute information suppose une opinion préalable à partir du moment où on la traite sous un certain angle. Voilà. Mais le fait de traiter sous un certain angle n'implique pas de ne pas respecter l'exactitude des faits. Donc, je ne suis pas pour la neutralité. Et d'ailleurs, l'IA de Polémia, nous ne la présentons pas comme une IA neutre. On précise, voici quel est notre angle.
voici quels sont nos choix de sélection, et à partir de là, on vous apporte une information de qualité, une information documentée, une information de réflexion, une information vérifiée, mais nous ne prétendons pas à la neutralité, à la différence de la gauche qui le prétend de manière parfaitement malhonnête et totalitaire, puisqu'elle présuppose que la vérité, c'est elle. Mais non, il n'y a pas une vérité. Une vérité, ça suppose la confrontation d'opinions contradictoires. Donc, nous dirons Polémia face à la Pravda. Très bien. Polémia face à la Pravda, mais nous ne prétendons pas être la vérité. Nous prétendons apporter un point de vue dont on accepte parfaitement qu'il soit confronté à d'autres points de vue. C'est toute la différence avec nos adversaires qui, eux, pensent qu'il y a une vérité absolue dont on ne peut pas sortir, sauf à être complotiste. Très bien, je vous remercie pour vos précisions sur ce point. Donc alors, dans une autre thématique, lors d'une discussion récente avec un camarade quelque peu cynique, il a fini par comparer les Européens aux pandas, trop bêtes pour se reproduire et trop inadaptés au monde et au rythme du monde pour faire les bons choix pour eux-mêmes. La comparaison vous semble-t-elle contre-productive, flagellante ou masochiste, ou sommes-nous réellement dans une situation approchante? Est-ce que les optimisations fiscales pour les familles voulues par Orban, Meloni et quelques autres en Europe sont vraiment des signaux qui réveillent le désir de donner la vie chez les Européens? Et si pas, que faut-il ajouter pour revenir à une démographie au moins acceptable? Alors, sur la démographie, je dirais deux choses. Moi, personnellement, j'ai plutôt toujours été, entre guillemets, nataliste. J'ai apporté ma contribution avec 4 fils et 11 petits-enfants, donc j'ai fait le job. Mais je crois qu'il y a une tendance, je crois, générale dans tous les pays du monde, sauf l'Afrique, à ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire une diminution du nombre des enfants, et si on prend le critère des démographes, du taux de fécondité, c'est-à-dire le nombre des enfants par femme. Il est évident qu'à partir du moment où on descend au-dessous de 2,1 ou de 2,05, on va vers une régression du nombre des habitants. Bon, c'est évidemment la phase dans laquelle sont engagés les Européens dans leur ensemble, c'est la phase dans laquelle aussi sont engagés les Japonais. Bon. Je distinguerai quand même deux choses. Je pense que le Japon, qui reste fermé et qui est en chute démographique depuis très longtemps, il pourra repartir. La civilisation japonaise pourra repartir parce qu'il ne reste que des Japonais au Japon. Alors évidemment, il y en a moins qu'avant et ils ont une pyramide démographique avec beaucoup de personnes âgées ou très âgées et moins de jeunes, ce qui ne va pas forcément dans le sens d'un dynamisme. Mais ils pourront partir. Je pense que pour l'Europe, on est dans une situation comparable et que ça correspond à des données très fondamentales. Ce qu'on observe, c'est que les politiques d'incitation démographique qui ont existé assez longtemps en France, d'ailleurs, qui a une politique plutôt nataliste jusqu'aux années Hollande, on va dire, pour faire très simple. Bon. Avec un effet quand même positif en termes de naissance. Je pense que les mesures qui peuvent être prises dans certains pays, comme la Hongrie ou la Russie, ou peut-être demain l'Italie, ont des effets. Mais c'est des effets, les mesures financières ont des effets un peu positifs, mais qui ne changent pas radicalement la situation. Vous êtes passé en France, on est resté en France longtemps à 8 enfants par femme. Enfin, je ne rentre pas sur les détails par rapport à l'immigration qui perturbe un peu le chiffre. À 8 enfants par femme, sans les aides démographiques, il y aurait eu un 6 ou un 5 sans doute. Dans les pays comme la Pologne ou la Hongrie, ça permet peut-être de maintenir à 1,4 au lieu de 1,2. Ça ne change pas radicalement les choses. Il y a des données fondamentales qui dépassent cela.
et ce sont des données, je pense, mentales, des données psychologiques. C'est pas uniquement des mesures financières. Ça dépasse cela, à mon avis. C'est la volonté de se projeter dans l'avenir. Bon, et ce qu'il faut voir dans la situation des pays européens, c'est qu'on développe le pouvoir, développe un discours qui est extrêmement négatif et qui est assez démoralisant, qui fournit d'ailleurs des alibis à l'égoïsme. Au fond, si vous n'avez pas étant, si vous voulez éviter d'être réveillé la nuit par des enfants en bas âge, vous allez expliquer que vous n'allez pas en faire parce que vous voulez sauver la planète. Vous voulez sauver la planète. Vous voulez surtout pas être embêté par des marmots qui peuvent parfois être un peu encombrants ou bruyants. Voilà. Donc, il y a quand même un aspect mentalité, ouverture vers l'avenir, dynamisme qui transcende, à mon avis, qui va au-delà des considérations économiques, sachant que s'agissant des considérations économiques, ce qui compte, ce n'est pas le revenu absolu, c'est le revenu relatif. Parce que si vous parliez de revenu absolu, le revenu absolu au moment du baby-boom des années 60, des années 50, pardon, des années 40, même 45, 40, 50, il était extrêmement faible. Les gens vivaient dans beaucoup moins de mètres carrés, ils ne se chauffaient pas, ça ne les empêchait pas de donner la vie. Donc ce qui compte, c'est beaucoup plus le revenu relatif que le revenu absolu. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il y a aussi un effet de levier et qu'aujourd'hui, le revenu relatif des familles avec enfants est plus faible qu'il ne pouvait l'être à d'autres périodes. Donc il y a effectivement un effet de levier lié au niveau du revenu relatif, mais ce n'est pas la seule explication. Très bien, donc pour revenir effectivement sur la génération du baby boom à laquelle vous appartenez vous-même, vous êtes né en 1948, donc c'est une génération qui sera très largement hostile, il faut bien le dire, aux idées nationales tout au long de sa vie. Comment expliquez-vous que le hippisme et l'hédonisme des années 60 n'aient eu aucune prise sur vous et par conséquent, vous sentez-vous vraiment de cette génération? Moi, je me sens de mon peuple plus que de ma génération. Moi, si vous voulez, dans mon parcours personnel, euh, j'ai contre-réagi à mai 68. Bon, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont été 68 arts et 68 arts pour toujours. Moi, j'ai été anti-68 arts, anti-68 arts pour toujours. J'ai eu une réaction minoritaire. Voilà. Moi, je suis plutôt d'esprit dissident. Voilà. Donc, et d'esprit critique. Donc j'ai été critique vis-à-vis de cette évolution, comme j'ai été critique vis-à-vis d'évolutions qui ont suivi. Et donc effectivement, j'ai été en relative discordance avec ma génération, encore que ma génération, elle a été partagée, hein, pas non plus caricaturée. J'ai aussi été encore plus dissident entre guillemets, avec ma classe sociale et avec la classe administrative à laquelle j'ai appartenu, évidemment avec lequel je suis en désaccord plus que large. Très bien, je vous remercie pour cette réponse. Effectivement, il ne faut pas tomber évidemment dans la caricature, hein. Il y a de votre génération bon nombre de militants identitaires qui ont ouvert la voie et qui ont été, pour beaucoup d'entre eux, des cadres du Rassemblement, enfin du Front National à l'époque, et des cadres également du GRES, de la Nouvelle Droite et de toutes les théories politiques qui ont enrichi le corpus dont nous jouissons, nous, aujourd'hui, jeunes militants identitaires et de droite. Donc, à la lecture des débuts de vos mémoires identitaires, justement, on entend une sorte d'écho nostalgique à la manière d'un Charles Péguy, qui a connu et qui parlait d'un corps professoral admirable, en parlant à l'époque des hussards noirs, et d'une école d'excellence voulue par la République, tout comme vous, à peu près 70 ans plus tard. Si vous deviez donc désarmer les relativistes qui se cachent derrière des locutions latines, hein, souvent on entend o tempora o mores pour décrédibiliser l'analyse des ceux qui sont qualifiés du moins de réactionnaires,
quels seraient les éléments objectifs qui permettent de qualifier 1968 comme étant le point du grand basculement vers la décadence scolaire, morale et politique? Alors, deux choses. D'abord, si vous voulez, quand on parle la baisse du niveau, c'est assez marrant parce que on en parlait déjà quand j'étais élève de la baisse du niveau. Donc, effectivement, on peut dire au tempora, au mores, on regrette les temps anciens, le discours classique. Bon. En ce qui concerne la baisse du niveau scolaire, on a quand même des éléments extrêmement objectifs qui sont, alors évidemment, c'est quantitatif, donc c'est pas parfait, qui sont les études PISA. Hein, les études PISA, qui sont des études internationales, qui mesurent le niveau des élèves à différentes périodes, primaire, collège, lycée, sur différentes matières, les langues vivantes, le français, la physique, les maths. Bon. Et alors là, toutes ces études, elles sont convergentes, elles montrent deux choses. Une baisse dans tous les pays européens, à peu près, et une baisse en France plus rapide que dans tous les autres pays européens. Donc, je veux dire, le fait qu'il y ait, entre guillemets, une baisse de niveau, alors vous pouvez aussi comparer les épreuves du brevet maintenant, il y a 30 ans, les épreuves du bac maintenant, il y a 30 ans, la baisse du niveau est incontestable, la baisse de la transmission est incontestable. De même d'ailleurs que la baisse du niveau des professeurs. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que ça commence en 1968? Ça commence en vérité antérieurement, car il y a eu un plan, alors maintenant ça devient vraiment de l'histoire ancienne, hein, il y a eu un plan de réforme de l'éducation nationale qui a été élaboré en 1947, qui s'appelle le plan Langevin-Vallon. Langevin étant communiste et Vallon socialiste, à moins que ce ne soit l'inverse, mais moi je crois que c'est comme ça, et qui prévoyait la mise en place d'une école égalitaire, c'est-à-dire où l'objectif était de mettre tous les enfants ensemble, quel que soit le niveau, ce qui n'était pas le cas dans ces années-là, où il y avait trois ordres d'enseignement. Il y avait le primaire prolongé, il y avait le collège et il y avait le lycée. On a fusionné tout ça, ce qu'on a appelé le collège unique, et maintenant, l'idée est de mettre tous les enfants, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur capacité, et les capacités sont différentes, dans le même bloc scolaire, ce qui aboutit à une baisse du niveau général. Mais honnêtement, ça commence avant 1968. Et 1968 amplifie cela avec l'idée qu'il n'y a pas de différence entre l'enseignant et l'enseigné. C'est une définition, un slogan de 1968, que tout enseignant est enseigné et que tout enseigné est enseignant, enfin bref. Et donc, on change les méthodes pédagogiques et on arrive à des méthodes pédagogiques où on ne transmet plus, on fait découvrir, où on fait semblant de faire découvrir. Et quand vous cumulez les deux éléments, l'absence de sélection selon le niveau et les capacités des élèves d'un côté et l'absence de transmission ou la rupture de la transmission, eh bien, vous aboutissez à la situation actuelle. Alors, me vient, encore une fois, hein, si vous me permettez, pour rebondir sur votre réponse, une question que je n'avais pas prévue, mais alors c'est ce que ça m'évoque. Est-ce que la gauche éducatrice, finalement, et ses bourdieuseries, hein, j'ose le terme, aurait-elle finalement aggravé la reproduction sociale qu'elle dénonçait? Absolument, ah bah absolument. D'ailleurs, si vous voulez, alors ça, vous le voyez de manière admirable, avec, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Madame Oudéa Castéra, qui était ministre des Sports et des Jeux Olympiques, a été ministre de l'Éducation. Ça a duré très peu de temps, parce que on a découvert ce qui n'était pas très difficile à découvrir, qu'elle scolarisait ses petits à Stanislas, c'est-à-dire l'école la plus sélective et la plus conservatrice qu'il y a actuellement sur Paris. Pourquoi? Parce que l'égalitarisme et la baisse du niveau, c'est bon pour les autres, mais pas pour ces petits. Et donc, effectivement, jamais
jamais la reproduction sociale n'a été plus forte qu'aujourd'hui, parce que si vous n'avez pas les moyens de vivre dans des quartiers corrects, ils sont foutus. Voilà. Donc la reproduction sociale, le système est beaucoup... Bon, disons une chose très simple. L'entrée à Polytechnique, qui reste quand même une grande école qui n'a pas encore été trop abîmée aujourd'hui, l'entrée à Polytechnique est beaucoup plus socialement inégalitaire aujourd'hui qu'il y a 20 ans, et elle est beaucoup plus socialement inégalitaire, elle était beaucoup plus socialement inégalitaire il y a 20 ans qu'il y a 40 ans. Voilà. Parce que il y a 40 ans, 60 ans, un enfant doué, il allait aller dans les bonnes filières. Aujourd'hui, l'enfant doué issu d'un milieu populaire ou dont les parents sont pas forcément éclairés sur les bonnes stratégies éducatives, il est foutu. Voilà. Et donc, c'est très bien pour la bourgeoisie, oui. Et il est possible qu'il y a 40 ans ou 30 ans, les enfants de Madame Oudéa Castéra n'auraient pas pu être sélectionnés à Stanislas, ou peut-être qu'ils l'auraient pu d'ailleurs, ou dans un grand lycée, parce qu'il y avait plus de compétition. Aujourd'hui, ça devient réservé effectivement à la bourgeoisie, à la haute bourgeoisie. Très bien, alors oui, ça me fait penser un petit peu à ce que justement ce cher Bourdieu appelait la reproduction de la classe administrative. Donc effectivement, c'est des profs des hauts fonctionnaires, qui font ensuite les hauts fonctionnaires, etc., dans une espèce de cycle sans fin, où ceux qui n'ont pas, il y a 3 générations, eu effectivement le bon cursus, se retrouvent mal aiguillés aujourd'hui. C'est assez étonnant pour un pays qui se veut égalitaire. Alors la dernière question que j'aimerais vous poser, monsieur le Gallou, avant de vous relâcher, si j'ose dire, eh bien, ce serait le conseil éventuellement que vous auriez pour la jeunesse française, pour les jeunesses françaises et européennes, afin que la reprise du flambeau amène à d'aussi grande longévité militante que la vôtre. Alors, d'abord, le conseil que je peux donner aux générations de, disons, 20, 30 ans, 20, 35 ans, c'est de se former. Voilà. Parce qu'un homme ou une femme formée, il l'est pour la vie. Quelqu'un qui n'est pas formé, il peut avoir un engagement, ça ne durera pas, ça sera balayé par les aléas, les difficultés ou les opportunités de la vie. Donc, il faut se former. Alors, il y a un certain nombre d'institutions de formation alternative. Il y a dans le domaine, on va dire, strictement politique, il y a l'Institut de formation politique qui fait un très bon travail. Je pense que c'est utile de s'y former. Et pour des formations plus fondamentales, sur 5 week-ends, sur les cycles historiques, sur la géopolitique, il y a évidemment l'Institut Iliade. Les formations, que ce soit celles de l'IFP ou de l'Iliade, que je recommande particulièrement, évidemment, ont 2 avantages. Premièrement, elles enseignent, elles apprennent, elles transmettent, elles forment, elles permettent de connaître, d'appréhender des données. Premier avantage. Deuxième avantage, elles mettent en réseau. Et je pense qu'un militant ne peut durer, si je puis dire, sous des formes qui peuvent être très diverses d'ailleurs, un militant ne peut durer que, un, s'il est formé, deux, s'il est en réseau. S'il est tout seul, il va disparaître, il va être fondu dans la masse. Voilà. Donc, se former et se communautariser. Voilà les deux. Quand je dis être en réseau, c'est aussi se communautariser. Alors, se communautariser, eh ben, ça peut être par des fêtes, ça peut être par une communautarisation géographique. Ne pas rester isolé. Ne pas rester, se former, ne pas rester isolé. Voilà les conseils. Très bien, eh bien mille merci pour cette ultime réponse, monsieur Le Gallou. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur cette émission des entretiens de la Comté. J'espère vous y retrouver une prochaine fois sur une thématique peut-être un peu différente. J'organise notamment des tables rondes que j'ai appelées les tables rondes de Fontcombe, évidemment en référence au maître de la fantaisie à nouveau. Donc eh bien je vous remercie
à nouveau. Je dis merci également aux auditeurs qui ont fait l'effort de regarder cet entretien jusqu'au bout. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée et à bientôt, Monsieur Le Gallou. Merci beaucoup à vous. À bientôt, merci à vous aussi.